Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Les préparatifs de l'élection présidentielle au Ghana. Les électeurs seront appelés aux urnes le 7 décembre prochain. À l'approche de ce scrutin, les acteurs politiques sont appelés à lutter contre les discours de haine. Les ambitions de la République démocratique du Congo en matière de production de batteries électriques. Le pays ambitionne d'en être le leader mondial, notamment grâce au cobalt. Dans cette optique, des zones économiques spéciales ont été créées pour attirer les investisseurs étrangers. Et puis la qualification de l'US Monastir pour les quarts de finale de la Basketball Africa League, une qualification obtenue après sa victoire face au club angolais Petro de Luanda. Les détails à suivre dans ce journal. Le Ghana tiendra dans quelques mois son élection présidentielle. À l'approche de ce scrutin prévu le 7 décembre, les débats se multiplient. Dans ce contexte, les acteurs politiques sont appelés à lutter contre les discours de haine. Une requête formulée par les autorités qui tiennent à préserver la stabilité du pays. Nana Kapsukom. À quelques mois de la présidentielle au Ghana, les partis politiques intensifient leur activité. Dans ce contexte, l'on note l'usage régulier d'un langage indécent et des discours de haine dans les débats politiques, dans les médias et sur d'autres plateformes publiques. Ces actes ont tendance à inciter à la violence, ce qui pourrait affecter la paix et la stabilité du pays. Pour pallier le problème, le gouvernement et les autres partis appellent les partis politiques à éviter les discours de haine lors de la campagne électorale de 2024. Not resort to insults. Insults do not help anyone. If someone's philosophy Les insultes n'aident personne. Si la philosophie de quelqu'un est mauvaise, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites-le, mais présentez ensuite une alternative. Si vous critiquez sans présenter d'alternative, vous n'avez rien fait. C'est comme si on vous disait que ce que vous faites est mal. Mais alors, quelle est la bonne voie? Les acteurs politiques ne doivent donc pas se contenter de condamner lorsqu'ils présentent leur politique. Si vous condamnez, proposez de meilleures alternatives. C'est ainsi que l'on fait de la politique. Comme lors des précédentes échéances électorales, le gouvernement ghanéen, en collaboration avec la Commission nationale des médias, le Conseil national de la paix, la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest et d'autres organismes, intensifie ses efforts pour freiner la propagation des fausses nouvelles, de la désinformation, des discours de haine pendant la période électorale. La communication sur les discours de haine, c'est comme aller dans un foyer et parler un mauvais anglais avec un enfant. L'enfant le recevra et communiquera de la même manière avec vous, ce qui affecte les enfants. Le Ghana est une lueur d'espoir en Afrique pour ses lauriers démocratiques depuis qu'il a entamé des élections démocratiques multiparties en 1992. Toutefois, le pays demeure confronté à des violences à l'usage des discours de haine en période électorale. L'actualité, c'est aussi l'arrestation en Égypte de Ahmed Al-Tantawi, une arrestation survenue après sa condamnation en appel ce lundi. La justice a confirmé la peine prononcée en première instance par un tribunal du Caire. En février dernier, il avait été condamné à 1 an de prison pour diffusion de documents liés aux élections sans autorisation officielle. À cette peine s'ajoute également une interdiction de se présenter aux élections nationales pendant 5 ans. Rappelons que Ahmed Al-Tantawi n'avait pas pu défier le chef de l'État à la présidentielle de 2023. Il n'était pas parvenu à récolter les signatures nécessaires à sa candidature. Il a été baptisé Amour de la patrie. C'est le nom donné à un exercice militaire conjoint mené par le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Togo. Un exercice mené actuellement à Tilia, dans la région de Tawa au Niger, et qui prendra fin le 3 juin prochain. Objectif affiché, selon le ministère nigérien de la Défense, renforcer la résilience des forces armées de l'Alliance des États du Sahel face à toute menace potentielle. Philoméntine. Les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso qui forment l'Alliance des États du Sahel, ainsi que celles du Tchad et du Togo, réalisent depuis le 20 mai 2024 des exercices militaires conjoints dans l'ouest du Niger, près de la frontière malienne. Ces 5 pays confrontés à des violences terroristes comptent ainsi renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées face à toute menace potentielle. L'opération Tarnahakal marque un tournant dans la géopolitique sécuritaire africaine de manière générale et sahélienne particulièrement.
À travers cette opération, on observe une mutualisation des forces par les 5 États membres. Aussi, on observe une sorte de prise en main de la défense collective. Il faut aussi le préciser. Cette opération des États africains, elle est menée essentiellement par ces États, sans appui d'une puissance extérieure. La situation sécuritaire du Niger, du Mali et du Burkina Faso reste alarmante. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, 310 attaques ont occasionné 1150 victimes au Burkina Faso. Au Mali, le rapport attribue 944 victimes aux attaques armées. Selon le rapport, les attaques dans ces deux pays ont augmenté de 48% en 2022. L'Alliance des États du Sahel, formée le 16 septembre 2023 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, vise à mutualiser les efforts pour lutter contre ces menaces sécuritaires croissantes dans le Sahel. Le Tchad et le Togo, bien qu'extérieurs à cette alliance initiale, partagent les mêmes préoccupations sécuritaires. À travers cette opération, les États du Sahel s'éloignent davantage de la CEDEAO, car au moment où cette dernière réfléchit sur la mise en place d'une force antiterroriste, il faut noter que les forces armées des États du Sahel s'exercent déjà. Les exercices militaires conjoints entre les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso ainsi que celles du Tchad et du Togo montrent un engagement solidaire pour une réponse coordonnée face à des défis sécuritaires communs. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, le nombre d'opérations terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours des 15 dernières années. C'est un métal essentiel à la transition énergétique. Le cobalt est un élément clé pour la fabrication de batteries de voitures électriques, une ressource principalement concentrée en République démocratique du Congo, qui a fourni en 2022 70% du cobalt mondial. Pour en tirer davantage profit, le pays s'est doté de zones économiques spéciales en vue d'attirer les investisseurs étrangers. Un sujet de Sarah Yemele commenté par Absan Bibou. Au fil des ans, la République démocratique du Congo a gagné des millions de dollars grâce à la révolution de l'énergie verte qui balaie le monde, puisqu'elle produit 70% du cobalt mondial. Pour mieux maîtriser ses ressources naturelles, le gouvernement congolais a signé en 2023 un accord avec la Banque africaine d'import-export et la Commission des Nations Unies pour l'Afrique en vue de la création de zones économiques spéciales pour la production locale de batteries et de véhicules électriques. In one electric car, you have 80 kilos of copper. Dans une voiture électrique, il y a 80 kg de cuivre et 15 kg de cobalt. Cela signifie que dans chaque voiture électrique dans le monde, il y a la RDC. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Cela signifie que les opportunités pour les véhicules électriques sont partout dans le monde. Selon les experts, les pays africains comme la RDC ont peu de véhicules électriques sur leur route en raison de la faiblesse de l'approvisionnement en électricité, du manque de stations de recharge publiques et de l'absence de politique et de réglementation claire pour les véhicules électriques. Les investisseurs ont toutefois joué un rôle essentiel dans la stimulation de la production de minerais dans le pays. Depuis l'arrivée de la société chinoise, la production a triplé. La Gécamine à elle seule avait une production estimée à 500 tonnes, mais maintenant nous avons environ 1,5 million de tonnes de cuivre, ce qui a un impact significatif. La mise en œuvre de la zone économique spéciale pour la production de batteries et de véhicules électriques devrait faire progresser plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies, stimuler les recettes en devises, permettre le transfert de technologies et créer plus de 40 000 emplois directs et 160 000 emplois indirects en RDC et en Zambie, selon Afreximbank. Au fil des années, le Maroc a consolidé sa stratégie en matière d'investissement, stratégie qui a fait du Royaume le deuxième investisseur africain sur le continent après l'Afrique du Sud, une place que le Maroc conserve grâce à la présence de ses banques dans plus d'une trentaine de pays africains. Ameneji. Présentes dans plus d'une trentaine de pays, les banques marocaines réalisent près de 23% de leur activité en Afrique. Selon Abdelatif Jouri, gouverneur de la banque Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc, des relations bilatérales de partage d'expérience et d'expertise sont entretenues par le Royaume avec de nombreux régulateurs sur le continent.
Il faut noter que sur le continent, la plupart de banques européennes se sont retirées ou se retirent progressivement. Et donc ça laisse une place à des banques qui ont réussi à avoir non seulement une assise financière, mais aussi une expertise assez solide pour être en mesure de pouvoir les remplacer progressivement. J'appelle cela la coopération afro-africaine. Donc il est important que l'échange des capitaux et d'expertise sur le continent se multiplie et que le Maroc montre une ambition majeure, vient avec également ce qu'on appelle des projets de financement. Un rapport de la Banque centrale marocaine indique qu'en 2022, les groupes bancaires marocains sont présents en Afrique à travers 45 filiales et 4 succursales réparties surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ceci s'explique par les opportunités de croissance significatives qu'offre le marché africain, avec une demande croissante pour les services financiers. Regardez ce que le Maroc est en train de faire en Côte d'Ivoire dans le secteur de la construction. Ça va ensemble avec la vocation d'une banque qui veut s'étendre. Elle vient avec des entreprises. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. En même temps, il est important que le marché reste ouvert également. Je parle du marché marocain aux autres investisseurs qui viendraient d'ailleurs dans le secteur bancaire ou pas. Abdelatif Jouari, gouverneur de la Banque Al-Maghrib, annonçait le 22 mai 2024 à Darla l'importance d'une intégration économique inclusive de l'Afrique. L'objectif serait de mettre en place des réformes qui pourraient augmenter la médiane des échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde de 15% et avec les pays africains de 53%, en vue de contribuer à une hausse du PIB médian par habitant de plus de 10%. Du sport à présent avec l'US Monastir qui a décroché son billet pour les quarts de finale de la Basketball Africa League. Le club tunisien s'est qualifié le 25 mai à l'issue d'un match disputé contre Petro de Luanda. L'équipe angolaise qui s'est inclinée sur un score de 67-70. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Fraterne Dakai Senga. C'était l'un des matchs les plus attendus de cette deuxième journée de la BAL 2024 par les amateurs de basketball. Le puissant Petro de Luanda, équipe favorite, affronte le champion de la BAL 2022, l'US Monastir. Et sans surprise, Petro de Luanda domine tout le match jusqu'aux 5 dernières minutes. Les Tunisiens ont été patients, tenaces, confiants et plus important encore, ils ont eu de la détermination et cela leur a valu une victoire de 3 points. Vous nous avez vu perdre les 3 premiers matchs de la saison et c'est en partie parce que j'avais rejoint l'équipe seulement 3 semaines avant la compétition. Et au basket, il faut avant tout se connaître. Je suis un combattant dans la vie et c'est comme ça que je fais du basket aussi. C'est mon style de vie et même quand j'étais encore joueur, c'était ça mon attitude. C'est la même énergie que j'essaye de transmettre à mes joueurs. J'essaye de leur pousser à penser positivement et c'est comme ça que nous avons pu gagner les 4 derniers matchs et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Si le match était très attendu, c'est que c'était un remake de la finale de la BAL 2022 qui a vu l'US Monastir sortir vainqueur, une victoire qu'ils ont validée encore une fois ce 25 mai. Et selon les observateurs, la plus grande leçon que Petro de Luanda peut tirer de cette défaite douloureuse est qu'un match de basket n'est pas terminé avant le coup de sifflet final. Il n'y a pas de recette miracle, il faut s'armer d'humilité surtout. Il ne faut pas se dire que... Il faut assumer le fait d'être favori, mais en même temps travailler en étant le moins favori. Et y aller pour chaque panier, pour chaque 2 points, pour chaque lancer franc, pour chaque rebond. Quand on a cette mentalité-là, ce que l'US Monastir a démontré, là on peut assumer le statut de favori. Tant que ce n'est pas encore ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire à Petro. Les rencontres de ces 2 premières journées de la BAL ont été rehaussées par la présence du président Paul Kagame. Avec cette victoire, l'US Monastir a amélioré son ranking et se hisse à la 5e place sur 8 équipes. Pour les quarts de finale, l'US Monastir affrontera les Rivers Hoopers du Nigeria le 27 mai 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.